Et mon invité du jour s'appelle Julien Sandrel. Bonjour Julien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors Julien, je suis très content de te recevoir ici sur Fun Radio. Tu viens nous parler de ton nouveau roman, Le jour où Rose a disparu, qui est sorti le 1er octobre aux éditions HarperCollins. Avant de s'intéresser à ce roman, on va s'intéresser un peu à ton parcours. Tu as une formation scientifique, tu as bossé dans le marketing, tu as d'ailleurs bossé sur des campagnes publicitaires qu'on a vues un peu partout. À quel moment est-ce que tu as décidé de te lancer dans l'écriture? Alors en fait, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, puisque quand on me posait la question quand j'étais enfant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, je disais écrivain ou metteur en scène. Et après, j'ai pas du tout fait ça. J'étais plutôt bon à l'école, bon élève, et donc à chaque fois que j'ai eu des velléités de partir en littéraire, on m'a dit non, mais pas du tout, tu es bon en sciences, fais des sciences. Donc j'ai fait une formation scientifique, je suis ingénieur d'une école qui s'appelle l'Agro-Paris. Et déjà à cette époque-là, je me suis dit, quand j'ai fait les études, en réalité, je n'ai pas envie d'un quotidien scientifique. Et donc j'ai fait un petit pas de côté vers le marketing. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans des grandes entreprises. Et au bout de 15 ans, justement, j'ai eu un peu l'impression d'avoir fait le tour de tout ça. Et j'ai eu cette vision vertigineuse de moi. J'ai fait une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure. Et je me suis dit, en fait, il me reste 30 ans à travailler. Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui me convient vraiment? Et la réponse était non. Tu t'es dit, j'ai encore ce rêve d'enfant que j'ai envie de réaliser. Exactement, c'est ça. Je me suis reconnecté d'une certaine façon à ce rêve d'enfant. Et le parcours que j'ai fait, finalement, c'est un peu le parcours que je fais faire à l'héroïne de mon premier roman, La Chambre des Merveilles, sans avoir eu besoin d'un événement dramatique, mais en tout cas, voilà, de remettre en question un petit peu ma vie à cet instant-là et de me reconnecter à ce dont j'avais envie quand j'étais enfant, adolescent. Et il y avait cette histoire d'écriture et je me suis dit, il faut que j'essaye, parce que si j'essaye jamais, il va jamais rien se passer. Donc j'ai essayé et de fil en aiguille, ça a donné La Chambre des Merveilles qui est sortie en 2018 et depuis, je me consacre à l'écriture, j'ai cette chance. Tu le disais, tu as ce rêve depuis que tu es tout petit, tu en parlais donc quand tu étais tout petit. Ils réagissaient comment tes proches quand tu leur disais j'ai envie d'être écrivain? Je pense qu'ils étaient amusés parce qu'ils se disaient oui, c'est super, c'est un rêve d'enfant, comme beaucoup d'enfants qui veulent devenir écrivain, chanteur, footballeur, qui est rangé dans la case des rêves un peu inaccessibles, quoi. C'est pas des vrais métiers, c'est ce qu'on entend souvent. Moi, quand j'ai dit que je voulais faire de la radio, on m'a dit mais c'est pas un vrai métier, c'est marrant pour faire le week-end, c'est un loisir. Oui. Ouais, donc non, et puis en plus moi je suis issu d'un milieu plutôt modeste, populaire, et personne dans le milieu culturel, donc c'était pas du tout une possibilité. Donc je pense même que moi j'aurais pas voulu, parce que j'ai aussi cette conscience de oui, c'est quelque chose qui est quand même très aléatoire, et donc j'avais besoin moi aussi d'être rassuré par les diplômes et puis par un vrai parcours de vie un peu classique avant de me lancer là-dedans. Alors, si on parlait en 2018, tu as sorti ton premier roman, La Chambre des Merveilles, qui raconte donc l'histoire de Thelma, une maman dont le fils est plongé dans le coma et qui retrouve son carnet des merveilles, une sorte de bucket list. Et en fait, elle va décider de réaliser les actions de cette bucket list à sa place finalement pour qu'il les vive à travers elle. Un roman qui était un énorme succès, 500 000 exemplaires vendus, plusieurs prix littéraires. Tu t'attendais, toi, à un tel succès? C'était ton premier roman, ce rêve de gosse qui finalement se réalise avec un premier roman qui cartonne. Alors je pense qu'on peut pas s'attendre à ce genre de choses, sinon ça paralyse même. Donc non, pas du tout, et c'était la bonne surprise, ça c'est clair. Et il y a vraiment dans ma vie un avant, un après La Chambre des Merveilles, puisque, donc je le disais tout à l'heure, depuis La Chambre des Merveilles, j'ai la chance de ne faire plus qu'écrire. Et je pense que maintenant, on me demande parfois d'analyser ce succès de La Chambre des Merveilles. Je pense que c'est un livre qui parle un peu à tout le monde, parce que c'est finalement l'histoire d'un amour fou entre une mère et son fils. Et qu'on soit parent ou pas, en général, on s'identifie quand même très fortement. Et je pense que c'est pour ça que ce livre a touché différentes générations, différentes cultures aussi, parce qu'il est traduit dans pas mal de langues. Donc ouais, c'était une très belle aventure qui s'est prolongée au théâtre, au cinéma. Donc c'était génial. Mais justement, 27 langues, c'est donc le nombre de langues dans lesquelles ont été traduits le livre. Le théâtre, le cinéma en 2023. Un film avec Alexandra Lamy et Muriel Robin. Comment elle s'est passée l'adaptation au cinéma? C'est ta demande? C'est des producteurs qui sont venus vers toi en te disant on a adoré le livre, on veut en faire un film? Ça se passe comment concrètement? Alors sur La Chambre des Merveilles, c'est pas tout à fait le cas classique, parce que souvent le cas classique sur un roman, c'est on sort le roman, les gens, les producteurs, etc. commencent à le lire et éventuellement s'intéressent au roman. Sur La Chambre des Merveilles, tout a été un peu surréaliste, c'est-à-dire que les choses se sont passées avant même la sortie du roman. Le roman sortait en mars 2018 et en octobre 2017, donc presque 6 mois avant,
ma maison d'édition croyait très fort en ce roman et a décidé de le présenter à un événement professionnel qui s'appelle la Foire du Livre de Francfort. Et en fait, le livre a buzzé à ce moment-là parce qu'il a intéressé pas mal de traductions, enfin pas mal d'éditeurs étrangers. Et donc, le buzz autour du roman a fait que des producteurs s'y sont intéressés. Et en réalité, on a signé avec des producteurs de cinéma avant même la sortie du livre parce qu'effectivement, ils se disaient qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait quelque chose autour de cette histoire. Et moi, j'ai pas été impliqué sur l'adaptation. À cette époque-là, j'étais encore dans ma vie précédente, donc je leur ai pas dit, c'était quand même les producteurs de la famille Bélier, donc je leur ai pas dit, écoutez les gars, je vais faire le scénario le soir et le week-end. Donc la question s'est pas posée, mais j'étais vraiment hyper content de l'adaptation. Donc tu n'as pas eu ton mot sur la direction artistique, sur le choix des acteurs, etc. Tu n'as rien pu dire. Tu as découvert le film à sa sortie? Non, ou on t'a quand même un peu concerté? Oui, non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai fait le scénario. En revanche, j'ai été consulté à toutes les étapes. J'ai discuté avec les scénaristes. Ensuite, voilà, j'ai discuté avec Lisa Asuelos, qui est la réalisatrice. J'ai eu la chance de participer un petit peu au tournage aussi, de rencontrer donc les actrices, etc. Et je suis vraiment très heureux, moi, de l'adaptation qui a été tirée de ce livre. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi, moi, de me dire que j'avais envie d'écrire des scénarios. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant. Je suis aussi scénariste, par ailleurs. Alors depuis ton premier roman, tu en as sorti tout plein, Les Étincelles, Beaucoup d'amour et quelques cendres, Vers le soleil, La vie qui m'attendait, Le jour où Rose a disparu, on va en parler dans quelques instants. Si un autre de tes livres devait être adapté au cinéma, tu aimerais que ce soit lequel et pourquoi ? Je pense que ce serait Le jour où Rose a disparu, parce que je pense déjà je suis toujours très attaché notamment à mon dernier livre, donc celui-ci il parle d'un sujet qui est très important pour moi et je pense qu'il y a un certain nombre d'ingrédients. Les gens me disent, les premiers lecteurs me disent, ce que tu as écrit c'est une sorte de thriller lumineux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir dans ce livre et qu'en même temps j'ai utilisé en effet des techniques de thriller, donc je pense que ça ferait une jolie adaptation. Dans tes romans, les héros sont souvent des femmes. Il y a une raison à ça ? Alors en fait, je me pose jamais véritablement la question du genre de mon héros ou de mon héroïne. Et d'ailleurs, dans la plupart de mes romans, j'ai plusieurs narrateurs. Et c'est souvent des narratrices, mais il y a aussi des narrateurs hommes, même des narrateurs garçons, adolescents, etc. Donc je me pose pas tellement la question dans ce sens-là, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que je suis vraiment très heureux de mettre en scène des femmes parce que je trouve qu'aujourd'hui encore dans les histoires, que ce soit des romans ou dans les séries ou dans les films, la place des femmes, et notamment dans des intrigues qui ne concernent pas que leurs relations amoureuses par exemple, est quand même encore en deçà de ce qu'elle pourrait être. Et donc c'est bien, à mon avis, de construire et d'offrir des intrigues et des rôles potentiels pour des actrices. Alors tu abordes des sujets assez forts, la violence, la pression sociale, la santé, l'environnement, des sujets aussi parfois intimes. Elle te vient d'où toute cette inspiration? De ta propre vie, de tes rencontres? Alors ça c'est très mystérieux l'inspiration, c'est-à-dire que j'ai toujours plein d'idées. Donc généralement quand je suis pas en phase d'écriture intense et intensive, je note toutes les idées qui me viennent dans des petits carnets. Et l'envie d'écrire un roman ou une histoire en particulier, c'est généralement l'envie de traiter un thème. Et quand j'ai l'envie de traiter ce thème, à ce moment-là, je commence à me documenter. Et ensuite, je vais aussi dans les notes que j'ai prises, généralement sur la dernière année. Et le roman commence à naître quand j'ai l'idée de rapprocher certains éléments qui n'ont a priori rien à voir avec d'autres qui concernent le thème que j'ai envie de traiter. Alors le nouveau roman, il s'appelle Le jour où Rose a disparu, un livre avec une nouvelle fois donc un sujet assez fort, celui des violences faites aux femmes. Elle vient d'où du coup cette inspiration? Elle vient dans tes carnets? À quel moment est-ce que tu t'es dit c'est le moment, je vais écrire un livre sur ce sujet qui reste un sujet quand même, on en parle beaucoup mais c'est quand même assez tabou, j'ai l'impression. Alors moi ça fait longtemps que j'avais envie de parler des violences faites aux femmes parce que je pense qu'on est vraiment tous concernés. Je connais pas les chiffres en Belgique mais en France on parle de 300 000 femmes chaque année qui sont victimes de violences. Si on prend un pas de recul sur la vie complète d'une femme, c'est une femme sur 10 qui va être victime de violences au cours de son existence, ce qui veut dire aussi des millions d'enfants qui sont concernés qui vivent dans des foyers violents. Et moi, je pense qu'on détourne quand même encore trop le regard de tout ça. Moi, j'ai une fille de 13 ans et je peux pas me résoudre à ce qu'elle grandisse dans un monde qui continue de détourner massivement le regard et les yeux. On n'entend pas beaucoup les hommes sur cette thématique. Je pense parce que certains, déjà, sont peut-être concernés eux-mêmes parce qu'ils sont eux-mêmes violents, mais aussi parce que certains ne se sentent pas concernés et disent on parle de violences faites aux femmes.
Donc peut-être ça ne me concerne pas moi directement, puisque moi je suis pas violent. Mais sauf qu'en fait, on devrait peut-être parler de violences commises par les hommes. Et peut-être que les hommes se sentiraient peut-être plus concernés. Exactement. Et donc en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, il se trouve que le hasard du calendrier a fait que j'étais en train de réaliser un documentaire pour une chaîne de télévision française sur Alexandra Lamy, donc qui était l'actrice principale de mon film, du film La Chambre des Merveilles. Et en fait, j'ai suivi Alexandra Lamy dans sa carrière, dans différents aspects de sa vie, et notamment dans son engagement contre les violences faites aux femmes, parce qu'elle est très engagée. Et je l'ai suivie dans l'inauguration de la Maison des Femmes de Montpellier, dont elle est la marraine. Et c'est à cette occasion que Alexandra m'a présenté le docteur Rada Hatem, qui est la fondatrice de la première Maison des Femmes en France, qui est à Saint-Denis, dans le 93. Et en fait, la Maison des Femmes, c'est une structure qui accueille, qui soigne et qui accompagne les femmes victimes de violences pour tenter de se reconstruire. Il y en a une trentaine en France, il y en a aussi en Belgique. Donc j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes en France et en Belgique, notamment une structure qui s'appelle le 320 rue Haute à Bruxelles. Et en fait, c'est avec toutes ces rencontres que l'intrigue a commencé à naître et que notamment j'ai eu envie de placer une grosse partie de mon intrigue en Belgique. En plus, la Maison des Femmes, elle joue un rôle central dans l'intrigue de ce livre. C'était important finalement de mettre ça aussi en avant pour peut-être que les gens comprennent que ça existe ce genre d'endroit, parce que c'est aussi des endroits qui doivent être mis en avant. C'est important d'en parler vraiment dans ce livre et de les citer, etc. Oui, parce que justement, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et à vouloir parler de ce sujet, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter qui n'a pas déjà été fait, puisque moi j'écris de la fiction, donc c'est pas un récit, c'est vraiment une histoire, une fiction. Et je me suis dit j'ai envie de me placer du côté de la reconstruction. Donc oui, bien sûr, dans ce livre il est question de violence que je n'ai pas édulcoré dans le livre, mais pour autant moi j'avais envie de me placer de l'autre côté et de montrer qu'il existe non seulement des structures, mais aussi une possibilité quand on est une femme qui est victime de violence, de se reconstruire, d'être aidée, et puis oui, qu'on peut s'en sortir. Donc c'était vraiment volontaire de se placer de ce point de vue-là. Alors dans ce livre, on suit plusieurs femmes. Il y a d'abord Aïda qui travaille du coup à Toulon, dans une de ces maisons des femmes, un lieu où donc sont accueillies les femmes qui tentent de se relever après des violences conjugales, un lieu auquel elle va s'attacher, autant à ses patients qu'à son équipe. On va aussi retrouver Rose. Rose, elle se réveille après un accident de voiture dans un hôpital bruxellois. Elle n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Elle a juste un seul indice, un numéro de téléphone et un prénom. Et puis une troisième personne, elle est plutôt mystérieuse. Elle se confie à son enfant avec des lettres. Qu'est-ce qui fait que ces femmes sont liées finalement, alors qu'elles ont l'air d'avoir des vies complètement différentes, dans des endroits complètement différents ? Alors ça, il faut lire le livre pour savoir pourquoi elles sont liées exactement. Donc tout l'enjeu du livre, en effet, c'est d'essayer de comprendre le plus tard possible quel est le lien entre ces histoires qui a priori n'ont rien à voir. Alors il y a quand même des pistes, parce qu'effectivement dans la Maison des Femmes de Toulon, il y a un jardinier bénévole qui s'appelle Romain. Le prénom qui est griffonné sur la hanche de Rose, sur lequel elle va commencer à enquêter pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, pour essayer de se reconstruire aussi, c'est le prénom Romain. Donc voilà, donc on pressent dès le début en fait, qui s'est pas vraiment caché, qu'il y a des liens entre toutes ces histoires. En revanche, oui, normalement, si j'ai bien fait mon travail d'auteur, on apprend le lien réel très tard dans le roman. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ces différents personnages ? On parlait tout à l'heure des rencontres que tu as pu faire, notamment avec Alexandra Lamy, etc. C'est toutes ces personnes qui t'ont inspiré, les personnages ? En fait, donc, une fois que les portes des maisons des femmes ont été ouvertes par notamment donc, Rada Hatem et puis aussi Martin Caillé, qui est le docteur qui est en charge du 320 rue Haute à Bruxelles, j'ai pu avoir la chance de rencontrer des dizaines de personnes. Donc, j'ai rencontré des victimes, j'ai rencontré des bénévoles, j'ai rencontré des soignants, donc infirmiers, gynécologues, psychologues, etc. Et tout ça m'a permis vraiment de nourrir et de construire les personnages. Aucun des personnages, évidemment, ni Rose, ni Aïda, ni Romain, ne sont des personnes que j'ai rencontrées. C'est un mix de tout ce qu'on m'a raconté. Mais j'avais vraiment à cœur, en tout cas, de ne pas trahir la réalité. Puisque c'est quand même un sujet effectivement sensible. Et je voulais que, même si c'est une fiction, que les situations qui sont vécues, la psychologie des personnages soient vraiment ancrées dans la réalité. Et je me suis évidemment beaucoup nourri de toutes ces discussions et toutes ces rencontres. Justement, on s'attache très fort à tous ces personnages quand on lit tes livres. Quelle relation, toi, tu as avec eux, ces personnages qui, finalement, sont des mix de personnes que tu as rencontrées, mais qui sortent de ton imagination? Ça te fait quoi? Parce que souvent, nous, quand on termine un livre, quand on termine une série, etc., on s'est attaché aux personnages, on a ce sentiment un peu de vide, on se dit comment va-t-on vivre sans avoir tous ces personnages dans notre vie? Mais comment, toi, tu vis ça? Parce que c'est toi qui les crées, finalement. C'est quoi ta relation avec ces personnages fictifs, finalement? Alors, c'est très étrange parce que généralement, notamment quand
les personnages deviennent mes narrateurs. Moi, j'écris la plupart du temps à la première personne. Ouais. Donc, je pense que je serais un très mauvais acteur. Mais le travail que je fais pour essayer de rentrer dans la tête et dans le corps finalement des personnages, il me semble que ça peut s'apparenter au travail d'un acteur, quoi. Puisqu'effectivement, moi, c'est pour ça que je ne commence pas à écrire tout de suite. J'ai vraiment besoin d'une phase de 3-4 mois dans laquelle je construis l'histoire, je construis les personnages, parce que j'ai besoin vraiment de les connaître tellement bien que je me mets dans leur peau et je peux décrire ce qu'ils vont faire. Et mon travail d'auteur ensuite, c'est assez simple parce que j'ai plus qu'à décrire ce que mon personnage, j'allais dire la personne, parce qu'effectivement pour moi ce sont de vraies personnes, va penser et ce qu'elle va décider, ce qu'elle va faire à tel ou tel moment face à telle ou telle situation. Donc je vis avec eux vraiment intensément tout ce qu'elles vivent et pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois. Et en revanche, quand j'arrive à la fin, je n'ai aucun problème pour m'en détacher. Ah ouais. Je sais qu'il y a des auteurs qui disent, j'ai des collègues auteurs qui me disent que eux ils ont besoin de quelques mois d'un sas de décompression, voilà, pour laisser partir leur personnage. Moi, j'ai pas du tout ce problème. En fait, moi, en réalité, j'en ai un peu marre. C'est-à-dire qu'à la fin du processus d'écriture, qui dure quasiment une année, au final, oui, moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs, mes romans, parfois, il y a certains romans, on me demande est-ce qu'il peut y avoir une suite à ce roman-là. Pour l'instant, j'en ai pas du tout envie parce que j'ai vraiment envie de partir dans d'autres histoires, d'autres thématiques, d'autres personnages. Alors sur le bandeau qu'on retrouve sur le livre de ton dernier roman, on nous l'annonce, ce roman est un piège. Pourquoi ? Alors, encore une fois, si j'ai bien fait mon travail, en principe, il est censé y avoir un certain nombre de surprises, de rebondissements, ce qu'on appelle parfois un plot twist, donc vraiment un retournement de situation. Il y en a même plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, très bien. Si tu vois qu'il y en a plusieurs, je suis ravi. En tout cas, c'était l'objectif. Donc oui. Et puis ensuite, ce qu'on me dit aussi souvent sur mes romans, mais peut-être particulièrement sur celui-ci, c'est qu'une fois qu'on a commencé, on a envie de savoir. Et donc on a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'il y a un peu le piège, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, parfois il y a des lectrices qui viennent me voir ou des lecteurs qui me disent je vais commencer ce soir. Bon, effectivement. Vaut mieux pas commencer le soir. C'est ça. Parce que sinon on passe une petite nuit. Voilà. Tu penses que ton écriture, elle a évolué au cours de toutes ces années par rapport à ton premier roman ? Oui, j'en suis certain même. Moi, j'estime avoir progressé. Donc, quand je relis, alors je relis pas mes romans, mais ça m'est arrivé notamment sur La Chambre des Merveilles, comme La Chambre des Merveilles a eu donc plusieurs vies au cinéma, etc., de lire quelques extraits parce qu'on me le demandait et qu'on parlait du film. Et en fait, il y a des fois où je me dis, mais en fait, que c'était pas si bien écrit que ça. Je devrais pas le dire comme ça, mais en tout cas que j'ai progressé et j'ai l'impression qu'il y a des choses que je faisais à l'époque et que je fais moins. Et puis j'ai l'impression que j'ai de plus en plus envie de mettre de la complexité dans mes histoires et de mettre notamment de plus en plus de construction et d'intrigue et de rebondissement. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire maintenant depuis plusieurs romans, mais c'est vrai que là, sur le dernier, il y a particulièrement ça. C'est quoi tes projets pour la suite ? Alors j'en ai toujours plein. Plein de romans, t'as plein de carnets certainement avec plein d'idées. Oui, alors sur les romans, j'ai plusieurs idées. J'ai pas encore choisi ce que j'allais traiter dans les mois, les semaines qui viendront pour le prochain roman. J'ai un autre projet en fait qui est un projet personnel. Ça va être le premier récit personnel sur mes origines italiennes que je suis en train d'écrire et qui devrait sortir l'année prochaine. Et puis ensuite j'ai différents projets audiovisuels, théâtre dont je peux pas trop parler, à part que il y a un de mes romans qui s'appelle Merci, Grazie, Thank You, qui parle d'immigration italienne. Et ce roman-là est assez avancé en termes de travail sur une adaptation théâtrale. Ok, d'accord. Plein de belles choses. Tu seras toujours le bienvenu pour venir nous en parler ici sur Fun Radio. Plaisir. Avant de se quitter, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour leur donner envie finalement d'aller lire ton dernier livre ou même finalement tous tes autres livres ? Écoutez, je vais vous dire ce que peut-être les lecteurs me disent en général, c'est qu'ils ont, quand ils rentrent dans un roman, dans un de mes romans, ils ont vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Ils prennent du plaisir à le lire et puis souvent ils passent par énormément d'émotions. Souvent on me dit j'ai ri, j'ai pleuré. Donc voilà. Si vous cherchez de l'émotion, vous devriez être servi. Et j'ai vu plusieurs d'ailleurs analyses de ton dernier livre sur TikTok avec des gens qui expliquent qu'ils l'ont lu, tu le disais, en quelques heures. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent pas s'arrêter. Et c'est plus ou moins leur sentiment. Donc je pense que le taf il est fait. Merci en tout cas Julien d'être venu nous voir ici sur Fun Radio. Je rappelle donc ton dernier livre, Le jour où Rose a disparu, qui est disponible aux éditions HarperCollins. Merci.